place, a spot you found a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way, the flowers on your face, and then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Your sudden gaze and time, it started racing. But moments tend to fade and you're too far away from me to get my name in. Someone keeps blocking my way. I can't feel further away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Hello vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui sera un nouveau vlog totalement impromptu. C'était pas vraiment prévu en tout cas que je l'attaque aujourd'hui. Je pense que ça se devine un petit peu à ma tête parce que je suis fatiguée, je m'apprêtais à sauter dans la douche puisque je suis revenue ce matin de congé, dans la mesure où, vous le saurez sans doute grâce aux inserts que j'aurais glissés en début de vidéo, je suis partie fin février pour fêter l'anniversaire de ma maman, de mon frère, de ma grand-mère et même de mon chien, puisque tout ce beau monde est né courant février et même 3 à la même date, donc c'était assez rigolo. Donc on s'est tous retrouvés pour fêter ça dignement en famille. Et puis après j'ai juste eu le temps de remonter sur Paris, de glisser quelques affaires propres dans ma besace et de reprendre le train le même jour pour 4 heures direction Toulon, où on a passé une semaine totalement inopinée avec mon mari puisqu'il avait enfin des congés. Donc on s'est dit allez go banco, on réfléchit pas trop, on y va. Et on a beaucoup profité, on a même fait un saut vers Montpellier pour voir des amis qu'on n'avait pas eu l'occasion de croiser depuis quelques mois. Donc c'était vraiment de chouettes moments, on s'est bien reposé, on a profité du calme, des paysages, de la tranquillité loin de Paris et c'était très appréciable. Mais donc du coup je suis un peu fatiguée. Mais comme j'avais 4 heures de train ce matin, que je comptais regarder pour la 4e fois d'une, puisque je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, finalement j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre, ou en tout cas pas eu le cœur, puisque je me suis attelée à bouffer littéralement Éducation meurtrière de Naomi Novik, qui est publiée aux éditions Pygmalion. Et là où c'est un peu fort de café, c'est que quand je l'ai attaqué, il y a 2 jours, c'était au moment de me coucher, j'avais ça sur ma liseuse et j'ai tout de suite pesté, grincé des dents, été agacée par un style qui est, comment dire, un peu vulgaire, maladroit, brut de décoffrage, très oralisé et surtout pris en charge par une héroïne qui m'était tout de suite antipathique. En plus de ça, la traduction est un peu bancale, elle est boiteuse, on dirait un canard à 5 pattes ou un chien à 2 pattes, comme vous préférez, mais c'était pas élégant, c'était pas fluide et je devais relire les mêmes phrases en boucle pour essayer d'être sûre d'avoir bien compris, d'autant que c'est un univers un peu spécial où on vous balance comme ça des informations l'air de rien et c'est flou et c'est fouillis et c'est brouillon. Et du coup j'ai posté tout de suite sur Instagram en disant je pense que ce livre et moi on va pas être potes, ça sent l'abandon. Sauf que je me suis dit, ça fait quand même longtemps que tu attends cette traduction parce que j'avais acheté la VO à l'époque, parce que le concept me plaisait trop. Donc j'avais pas envie de m'avouer vaincue. Au bout seulement d'un chapitre, j'ai persévéré et sans trop que je comprenne ce qui se passait, j'étais déjà à 54% de l'histoire. Donc quand je suis arrivée ce matin dans le train, j'étais à 54%, j'en suis ressortie à 96%. Et là, je me suis posée dans mon canapé pour finir les quelques chapitres qu'il me restait. Et je suis finalement globalement assez satisfaite de ma lecture, c'est-à-dire qu'il y a plein de défauts. On est toujours sur un style détestable, que je n'apprécie pas, que je ne trouve pas pertinent. Une héroïne que j'ai eu envie de claquer au bas mot pendant les 3/4 de l'histoire, avec laquelle je me suis plus ou moins rabibochée quand elle prend un peu de plomb dans la cervelle et que les choses se mettent à bouger autour d'elle.
ça s'assouplit, ça se calme, ça se tasse, donc c'est plus sympa. Et globalement, il y a des clichés, il y a des choses qui sont perfectibles, mais c'est un excellent divertissement. Et la fin m'a harponné comme un poisson idiot, dans le sens où j'ai à peine slidé la dernière page que j'avais envie de me jeter sur la suite qui n'est pas encore traduite. Et puis, j'ai passé un excellent moment finalement. C'était cinématographique, je vois très bien ça en mini-série Netflix avec un peu de budget, ce serait vraiment chouette. Et si jamais vous n'avez pas du tout entendu parler de ce livre, pour vous faire très rapidement un pitch, on va suivre Galadriel, qui est une ado qui a 17 piges, qui est élève à la Scholomance. Bon an mal an, un établissement magique coupé du monde qui est un peu dans une dimension magique, parallèle, inaccessible pour la plupart des êtres humains et surtout qui évolue en vase clos, c'est-à-dire que vous avez vraiment une architecture qui a été pensée depuis des siècles, dans laquelle on envoie tous les adolescents magiques pour qu'ils suivent leur scolarité, sauf que c'est pas du tout un Poudlard où seulement les adultes ne pourraient pas avoir accès, où il n'y a pas de prof, etc. Ça s'arrête pas là, c'est que ce truc coupé du monde, duquel personne ne sort et dans lequel personne ne rentre pendant toute la durée de leur scolarité, est bouffé, rempli, infesté de monstres, tous plus immondes, tous plus dégueulasses et assoiffés les uns que les autres, puisque l'école a pour ambition propre, comme volonté propre, de dézinguer le plus d'élèves possible pour accumuler du mana, de l'énergie magique. Et on va juste suivre Galadriel, qui évolue totalement comme une paria parce que elle est fille d'une guérisseuse assez connue. Elle ne veut pas se revendiquer comme étant la descendante de cette personne parce qu'elle ne veut pas être cataloguée comme telle. Mais à côté de ça, elle a des pouvoirs un peu différents qu'elle ne veut pas utiliser, sinon elle sombrait du côté obscur pour vous la faire schématiquement. Et donc, elle a quand même envie de se démarquer pour essayer de gagner une place dans une des enclaves qui sont, bon an mal an, un peu les élites de différentes villes, qui sont des structures magiques qui évoluent comme des clans qui permettent de s'en sortir potentiellement vivant et d'avoir une place assez confortable une fois l'académie derrière soi. Et on va la suivre comme ça dans ce marasme en année de première et c'était très intéressant, je vous en dis pas plus. En gros, vous avez l'objectif immense de la remise des diplômes qui est un peu le jour de l'apocalypse où en gros tous les élèves de terminale se retrouvent au sous-sol dans une immense salle avec des milliers de monstres qui pullulent dans tous les sens et il faut qu'ils essayent de faire des alliances, de construire des artefacts, d'élaborer des stratégies, d'apprendre des sorts et de réfléchir aux meilleures possibilités pour se sortir de ce guêpier, traverser le portail magique et se casser de la Scholomance une bonne fois pour toutes. Et franchement, sur le principe, le pitch est hyper vendeur. Et c'est là où j'ai été un petit peu désarçonnée, c'est que déjà je m'attendais pas exactement à ce traitement-là, mais finalement ça fonctionne assez bien. Il faut passer outre une Galadriel qui est insupportablement adolescente et renfrognée et à laquelle on a du mal à s'attacher et on a du mal à cautionner ses choix et sa façon de concevoir le monde. Mais globalement, je me suis quand même régalée. Donc j'avais envie de vous en parler comme ça un petit peu à chaud. Parce que je savais très bien que si j'attendais, ça allait finir par mourir dans un coin et ne jamais être chroniqué quelque part. Donc j'en profite maintenant. Et là, tel que vous me voyez, je n'ai aucune idée de ce vers quoi je vais me tourner. Donc je pense que je vais aller me poser devant mes bibliothèques en sortant de la douche. Je pense vous récupérer d'ailleurs parce que pendant que j'étais encore en congé, j'ai eu envie de faire un nouveau tri. Vous n'êtes pas sans savoir que entre la fin de l'année 2021, le challenge février Tapal qui a été un très grand succès pour ma part en tout cas, j'ai énormément fait de tri dans mes bibliothèques. Je suis passée de 300, presque 400 livres à 150. En soi, c'est déjà énorme et appréciable et je pourrais m'arrêter là. Sauf que j'ai envie d'aller encore plus loin dans le concept puisque j'ai regardé l'une des dernières vidéos de The Book Leo, une booktubeuse qui vit à Amsterdam dont j'aime énormément le contenu, j'aime beaucoup ses vlogs, j'aime beaucoup son univers et elle parlait dans cette dernière vidéo de son rapport à la lecture, de son rapport à toujours essayer de lire les livres en vogue pour se tenir au courant et qu'en fait elle en avait marre et qu'elle voulait se fixer comme objectif 2022 de ne lire uniquement des titres qui fondamentalement l'appelait, l'attentait et pas juste de se dire oui bon bah ce livre est là, il m'appelle un peu donc je vais le lire parce que je l'ai. Elle veut vraiment concentrer son temps de lecture uniquement sur
les valeurs sûres et consacrer du temps, de l'énergie et son investissement psychique, émotionnel et tout ce que vous voulez dans des lectures qui en valent vraiment la peine. Donc j'ai eu envie de m'inspirer de ça pour dire ok, t'as déjà fait un tri, mais peut-être qu'il y a encore des petites choses qui traînent, que t'as gardées parce que potentiellement l'histoire peut te plaire, même si tu sais d'avance que ce sera pas THE moment de lecture. Je pense qu'on a tous des livres comme ça dans nos bibliothèques où on sait que on pourra passer un moment somme toute agréable, mais ce sera pas révolutionnaire, ça cassera pas trois pattes à un canard. Et on les garde parce que bon, il faut bien se divertir de temps à autre, se laisser le choix. Et moi j'ai plus envie de raisonner comme ça, j'ai vraiment envie de garder que la crème de la crème. Et je pense que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc je m'en vais aller me glisser sous la douche pour faire quelque chose de cette tignasse. Donc vous allez me retrouver les cheveux mouillés, nattés comme à chaque fois. Et puis on essaiera ensemble de faire ce petit tri. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Ciao ciao. Hey, je vous récupère un peu plus tard, comme vous le voyez, au sortir du bain, de la douche. Et oui, j'avais anticipé de faire une belle tresse, etc. Puis en fait, le temps que ça s'échouille un peu, il va être temps que je m'active, donc c'est pas grave. Nature, confiture, tout ça, ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on se pratique. Donc vous me pardonnerez un petit peu ce look décontracté devant vous. Et je vais vous parler de ce que j'ai commencé à lire dans mon bain, à savoir un petit manga qui est une nouveauté de chez Glénat qui s'appelle La sorcière aux champignons. C'est écrit et dessiné par Tachibana Higuchi et ça raconte l'histoire de Luna, une petite sorcière qui vit principalement autour des champignons. Sa magie interagit avec son environnement au moyen de petits champignons de taille, de nature différentes. Donc ça peut être une manifestation, comment dire, d'elle-même pour faire barrage entre elle et les autres parce que son corps est venimeux. Ça peut être toute une traînée de petits champignons qui se sèment sur son passage parce que elle purifie les mauvaises pensées et les mauvaises ondes des endroits qu'elle parcourt en les concentrant sous la forme de champignons. Bref, il y a plein de possibilités et de nuances qui sont très chouettes. Vraiment le world building qu'a construit l'autrice, qu'elle a envisagé, qu'elle a imaginé, c'est très agréable, c'est très mignon et elle vit dans une maison champignon qui évolue et quand elle dessine, elle arrive parfois à extraire ses dessins pour interagir avec eux. Pareil quand elle lit, elle a des petits animaux esprits qui l'accompagnent au quotidien. Bref, c'est mignon, j'ai pas d'autre terme que ça, c'est de la tranche de vie. Je suis pas totalement conquise par le dessin que je trouve un petit peu, comment dire, un petit peu maladroit, un petit peu débutant dans le sens où les visages sont très manga de la vieille époque avec des traits hyper fins, avec des yeux immenses, des fronts minuscules bouffés par des mèches, par des franges et le tout est un peu voilà, très fluet et ramassé. Vous voyez un peu ce trait compacté où faut pas trop prendre de place. Donc de ce point de vue là je suis un petit peu gênée. Par contre j'aime beaucoup les planches où on a les plans de sa cuisine, les plans de sa maison, de sa bibliothèque, toutes les petites trouvailles en fait autour de l'univers. Je crois que c'est ce qui me charme le plus. Luna est très timide donc ça ajoute un côté adorable en plus de tout le reste. Donc je l'ai pas encore tout à fait terminé parce que on peut pas dire que ce soit particulièrement bavard mais c'est écrit tout petit donc ça prend son temps, mais en tout cas c'est une jolie série. Je suis pas sûre de lire la suite, mais en tout cas si vous cherchez quelque chose de doux, de tendre et peut-être plutôt jeunesse, hein, mine de rien quand même, parce que je trouve que c'est très enfantin comme ambiance, vous avez par là une petite piste sympa. Sinon avant de filer à la douche, j'ai pas pu m'empêcher, j'avoue. J'ai commencé à faire un premier passage dans mes bibliothèques pour poser de côté quelques livres et voir si je me sentais bien de les avoir retirés de mes bibliothèques. Donc si j'en crois mes statistiques livres addicts, avant de faire cette opération j'en étais à 143 livres dans ma pile à lire et là on serait passé à 134, donc 9 livres en moins, ce qui est pas mal hein, sincèrement quand on sait tout ce que j'ai déjà trié au fil des dernières semaines, des derniers mois, mais ça c'est sans compter par contre les livres qu'il faut que je rajoute dans cette fameuse pile à lire parce que autant février
j'ai cartonné, j'ai lu 35 bouquins, j'ai fait du tri, je me suis tenue vraiment à mon rythme, à l'idée de sortir aussi tous ces petits bouquins qui traînaient depuis des lustres dans mes étagères que je regardais pas forcément, qui me tentaient moyennement, et je m'étais dit au pire t'essayes un chapitre ou deux et tu vois si ça passe, et si ça passe pas, tu mets de côté et tu revends, plus trop d'état d'âme. Voilà, le but c'était de faire du vide, de faire de la place et d'éponger un peu tout ce qui s'accumulait. Et de ce côté-là, j'ai hyper bien réussi. Par contre, la partie no buy, c'était totalement cuit, donc faudra que je vous montre tout ça, mais c'est pas bien glorieux. L'avantage c'est qu'il y en a certains qui se sont incorporés dans mes lectures de février, donc aussitôt acheté, aussitôt lu. Ceux-là je les compte pas parce que ils ont jamais vraiment intégré ma pile à lire, donc ça va de ce point de vue là. Par contre tous les autres il va falloir que j'accepte de refaire gonfler ce chiffre parce que j'ai craqué, donc c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je divague, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai extrait de mes bibliothèques, histoire de vous expliquer ou en tout cas de vous montrer comment moi je perçois le tri, comment je me pose devant mes étagères et que tout simplement sans y faire rentrer trop d'affect, en étant un peu honnête vis-à-vis de mes ressentis, comment j'arrive à trier, parce que je sais que c'est souvent quelque chose de très compliqué pour vous. On en discute suffisamment en message privé à chaque fois que je lance le challenge Février Tapal, et c'est souvent des questions qui me viennent régulièrement au fil de l'année de « Ah, moi je peux pas me séparer des livres, comment tu fais, comment tu t'y prends, sur quoi tu te bases ?» Parce que quand j'investis de l'argent, je le lis quoi qu'il en coûte, même si c'est des années plus tard, j'arrive pas du tout à me séparer, même des livres que j'ai pas aimés, etc. Et déjà, pour apporter un petit élément de réponse, je trouve qu'il y a quand même une différence à apporter entre les livres que vous avez lus et que vous n'avez pas aimés et les livres dont vous vous séparez avant même de les avoir lus. Parce que, mine de rien, c'est deux choses totalement différentes. Parce que d'un côté, c'est un ressenti qui est éprouvé, qui se fonde sur de vrais arguments, tandis que de l'autre, c'est plus diffus, c'est plus lié à la sensibilité. Et donc, de facto, ce n'est pas la même démarche. Pour tout ce qui est livres lus non appréciés, c'est pas compliqué, c'est les livres que j'ai abandonnés, c'est les livres qui m'ont énervé, c'est les livres qui m'ont ennuyé, c'est les livres que j'ai trouvés mal fichus et que je ne me vois pas relire et qui ne me font pas plaisir. Quand je les vois, il n'y a aucun bon souvenir ou aucune émotion particulière qui est rattachée. Bien sûr, le livre peut être joli, bien sûr, le livre peut, j'en sais rien, avoir une petite histoire, quelqu'un me l'a offert ou que sais-je. À moins qu'il soit dédicacé, qu'il soit souvenir d'un moment particulièrement fort qui me donnera envie de le conserver malgré tout, j'ai plus aucun état d'âme de ce côté-là. Il va suivre son chemin, le revendre me permettra d'acheter de nouvelles lectures, ça me permet de faire vivre mes étagères, ça me permet aussi de ne pas accumuler outre mesure, parce que j'ai déjà quand même tout un pan et demi de ma chambre qui est dédié à mes livres, et je veux pas non plus que ça pollue, Moi je pourrais en foutre partout, c'est pas le problème, mais je vis avec quelqu'un et je veux pas non plus que ça empiètre sur notre espace commun, sur ses espaces à lui. Donc faut aussi à un moment savoir se renouveler, et pour faire de la place pour ce qu'on aime vraiment, faut parfois accepter de lâcher la rampe. Par contre, pour les livres que j'ai pas lu, bien entendu, il y a le côté t'as quand même investi de l'argent et t'y as vu quelque chose au moment d'acheter, donc peut-être que là c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus ténu à repérer, mais j'y arrive quand même fort bien et je vous montre ça tout de suite. On va commencer avec un titre pour lequel j'ai énormément hésité parce que c'est pas un bouquin qu'on croise forcément très facilement tout le temps en librairie. C'est La mort du disque-monde de Terry Pratchett, qui est un recueil de 3 bouquins, je crois, Mortimer, Le Faucheur et Accro du Roc, qui font partie du coup de la grande fresque et les annales du disque-monde, mais qui, au lieu d'être regroupés par, par cycle, par époque ou par ordre chronologique, là on se concentre vraiment sur le thème de la mort du personnage, ou en tout cas des différentes figures de la mort dans les annales du disque-monde. J'avais été tentée de découvrir Pratchett et en me baladant en librairie j'étais tombée sur la mort, je m'étais dit ok, ça a l'air totalement décalé et loufoque, et puis l'envie est assez rapidement passée parce que je
suis même pas sûre finalement d'avoir vraiment envie de découvrir Pratchett, ou en tout cas si je le fais ce sera plutôt dans l'ordre chronologique, et c'est un livre qui visuellement ne me plaît pas particulièrement, c'est pas un format avec lequel je me sens à l'aise, c'est indéniablement minuscule, on est sur une typo qui donne pas très envie, donc vous voyez, je préfère le laisser voguer vers d'autres flots, mais j'ai hésité, donc ça se repose sur pas grand chose de fondé, et franchement sans regret. Autre livre sur lequel je me suis longuement tâtée, mais pour des raisons totalement différentes, c'est le tome 2 des notes de Boulet, qui s'appelle donc Le Petit Théâtre de la Rue, c'est publié chez Delcourt dans leur collection Shampoing, et j'adore les notes de Boulet que j'ai découvertes avec le tome 10 ou le tome 11, enfin l'un des derniers, et que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça éclairé, je trouve ça très intelligent de réfléchir à la fois sur le processus créatif, à la fois sur le monde de l'édition, sur le monde de l'art, de la bande dessinée. Il y a beaucoup de réflexions méta sur la construction d'un scénario, la construction de planches, sur l'actualité, sur la science, sur que sais-je, la science-fiction, sur bref, de nombreuses thématiques. C'est étayé, c'est drôle, c'est savoureux. Par contre, je suis pas très fan du trait de Boulet, enfin en tout cas dans ses notes, parce qu'il a vraiment une palette très développée quand on s'intéresse un petit peu à son œuvre, mais dans les notes, faut quand même s'accrocher parce que c'est un peu un style BD de papa, si on peut dire ça comme ça. Et autant j'adore les derniers, j'ai lu les 9, 10, 11, je me suis régalée, autant avec le tome 2 que j'ai commencé du coup pendant le challenge février Tapal, le trait est encore plus inaccessible parce qu'en fait c'est des notes de son blog qui ont été compactées et compilées dans plusieurs volumes papier, et là ça remonte vraiment à très longtemps, et je sais pas, je trouve que c'est un peu plus nombriliste, c'est un peu plus, vous voyez, l'homme blanc qui bosse dans la BD et qui se regarde beaucoup le nombril, et je suis encore moins fan du trait, et je trouve pas l'humour très réussi, et parfois il y a des... je sais pas, il y a des trucs qui sont totalement indigestes, c'est parfois scanné de façon très petite et on sent que le format est pas optimal pour savourer. Donc sincèrement, je garderai les derniers avec grand plaisir, mais on ne sait pas parce que je collectionne les nouveaux que je suis obligée forcément d'avoir les 11 dans ma bibliothèque. S'il y en a certains que j'apprécie pas, c'est pas comme si c'était une histoire chronologique qui se suit, où on a besoin d'avoir un début, un milieu, une fin. Là, c'est des moments, c'est des instants de vie croqués, donc après tout, pas d'état d'âme. J'ai également décidé de me séparer de Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro parce que j'en ai entendu parler partout, donc je l'avais trouvé pour vraiment pas cher il y a quelques temps, et en fait l'idée, l'envie de découvrir cette histoire est totalement passée parce que à chaque fois que j'entends de nouvelles chroniques d'une personne qui en dit pourtant beaucoup de bien, je me rends compte que cette histoire n'est pas sans rappeler un peu en tout cas sur certains aspects The Promised Neverland, donc le manga qui est sorti chez Kazé et qui cartonne, j'ai pas besoin de vous le présenter, et j'ai pas tellement envie d'aller sur ce terrain, j'ai pas tellement envie de me farcir 400 pages autour de cette thématique, donc je passe. Un peu dans le même esprit, je dis au revoir au premier tome de la saga Le Don écrit par Fiona McIntosh qui s'appelle Le Dernier Souffle, parce que là j'avoue j'ai pris le livre audio, j'ai écouté le prologue et un bout du premier chapitre, et j'ai pas été convaincue, j'ai pas eu envie du coup de me lancer corps et âme dans cette trilogie, donc au revoir. Acte qui sera peut-être légèrement plus controversé, je dis au revoir au dernier roman signé par Sally Rooney en anglais qui est sorti il y a quelques mois seulement, parce que Sally Rooney j'ai beaucoup aimé et en même temps pas aimé tant que ça la série Normal People qui a été adaptée de l'un de ses précédents romans, parce que adoré dans le sens où cinématographiquement j'ai trouvé ça intéressant, la réalisation, l'image, le ton, les scènes de sexe consenti, l'évolution des personnages, la réflexion du changement, de la notion de couple, d'amitié. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Par contre, cette série m'a un peu mise dans le mal avec tout ce qui peut arriver à Marianne, avec les choix de vie et les décisions des personnages qui sont parfois très déchirants. Donc j'ai été un peu dévastée par cette série, du coup j'ai pas du tout eu envie de me replonger dans le roman
dont c'est tiré. Et j'avoue que quand sa nouvelle parution est arrivée en librairie, je sais pas pourquoi je me suis ruée dessus, alors qu'objectivement, j'ai pas envie de retrouver cette ambiance à la fois très contemporaine et réaliste et sans phare et sans filtre de Sally Rooney, qui est d'un côté une force parce qu'elle est sincère, et de l'autre un défaut parce qu'elle est assez plombante et qu'en ce moment, et maintenant en tout cas, j'ai vraiment pas envie de m'infliger ça, et je sais que j'en reviendrai pas parce qu'il y a une espèce de trauma lié à cette autrice, donc peut-être que je me fourvoie et que c'est un livre hyper lumineux dans l'ensemble. Mais tant pis, je prends pas le risque, je me préserve et je suis sûre qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ce petit panorama. C'était simplement pour vous donner quelques exemples. Je vais pas vous faire toute la liste, ce serait un peu fastidieux et puis c'est sensiblement toujours un peu les mêmes choses, c'est très personnel, donc ça n'a pas grand intérêt que j'épilogue pendant des heures sur cette thématique, mais au moins ça vous donnera une petite idée et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger dans les commentaires au sujet de l'abandon, au sujet de la revente, au sujet du tri. N'hésitez pas à me dire comment vous gérez, comment vous envisagez l'achat, comment vous envisagez la vie de votre bibliothèque. Est-ce que vous poussez les murs et vous faites de la place pour vraiment avoir toute votre collection qui reflète l'intégralité de vos lectures, de votre parcours de lecteur et de lectrice, ou est-ce que vous faites de la place? Est-ce que, au contraire, vous ne gardez aucun livre, même pas ceux que vous avez aimés? Est-ce que... Comment vous procédez? C'est hyper intéressant pour moi de le savoir. Est-ce que vous ne faites qu'emprunter finalement? Mais si vous empruntez, est-ce que parfois vous achetez vos coups de cœur? Bref, je trouve que c'est très intéressant et révélateur d'échanger autour de ce sujet, donc vraiment sentez-vous libre dans les commentaires, je serais ravie de discuter autour de ça avec vous. Et sur ces bonnes paroles, je ne vais pas tarder à y aller parce que ce soir il devait y avoir le live de clôture, bilan, discussion après le challenge février Tapal, parce que j'ai décalé déjà d'une semaine par rapport à la date initialement prévue, sauf que j'ai un petit imprévu qui s'est glissé dans mon emploi du temps, donc ce sera pas ce soir non plus, et je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais pouvoir le glisser. J'espère très rapidement, très prochainement, parce que j'ai adoré celui qu'on a fait 15 février, c'était très sympa, vous avez été en plus adorables, j'ai eu plein de retours hyper élogieux sur cette petite heure et demie passée ensemble, donc c'est un exercice auquel j'ai envie de me prêter plus facilement. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé si après j'allais passer sur Twitch. Sincèrement, je me sens pas très à l'aise et pourtant il y a plein de moments que j'adorerais passer avec vous, notamment quand je joue à Spiritfarer, à ce genre de petits jeux détente qui demandent pas une attention de tous les instants, qui nous permettraient de papoter, de chiller ensemble. Et en même temps, je suis hyper, comment dire, intimidée par la démarche, parce que c'est pas un contenu que je consomme moi à titre personnel, et pourtant il y a des personnes que j'aime beaucoup suivre sur YouTube qui s'y sont lancées, comme par exemple Two Face Lizzy ou encore Guimauze, et peut-être que je passerai d'excellents moments sur leur chaîne, mais j'y ai jamais mis un orteil parce que Twitch c'est pas forcément j'ai pas forcément les moments opportuns pour aller traîner sur internet en même temps que toutes celles et ceux qui créent en direct, c'est-à-dire que quand elles passent l'après-midi à streamer en faisant du ukulélé, du dessin, des jeux vidéo, que sais-je, la plupart du temps je travaille et moi j'ai besoin de me concentrer, je peux pas écouter des vidéos ou faire des trucs à côté, sauf quelques tâches ponctuelles, mais pas au point de suivre un stream pendant 3 heures. Et quand je rentre à la maison, j'avoue que je préfère regarder des vidéos qui sont conçues pour être pas dans l'instantané plutôt que un réchauffé d'un moment en live que j'ai manqué. Je sais pas si c'est très clair. Enfin en tout cas bref, tout ça pour dire que c'est reporté à une date ultérieure et je m'avance pas cette fois parce que ça fait déjà 2 fois que je décale, donc quand ce sera sûr et certain j'annoncerai ça sur les réseaux et ça se trouve au moment où vous verrez ce vlog ce sera déjà fait depuis longtemps. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Je m'en vais aller vaquer à mes occupations. Et puis on se dit à plus tard pour la suite de ce vlog et de cette semaine de lecture. Et je vous fais plein de bisous. À plus tard. Summer rain on a window. Watch the time float on. Cool air blows a memento as I fall behind. I'm so sorry for dreaming about the future. Maybe I'll be better when we're old enough. I'm sorry for dreaming about
pas tarder à attaquer mon petit déjeuner. Vous m'avez manqué hier, j'avais envie de papoter, sincèrement. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça ce matin plutôt que de lire ce que je fais habituellement pendant que je mange. Là je me suis coupé une petite banane parce que j'ai pas du tout spécialement faim, sauf que je sais très bien que si je prends pas de petit déj à 10h, je vais avoir envie de me jeter sur des viennoiseries et on ne veut pas faire ça. Et d'autant que aujourd'hui j'ai une présentation, je ne sais pas à quelle heure parce qu'en fait j'étais en congé la semaine dernière et j'ai pas pensé à regarder le déroulé de la réunion avant, donc en fait je sais que aujourd'hui je présente un bouquin dont je vous ai déjà parlé dans un précédent vlog puisque c'est un projet que je gère avec une de mes collègues et amies en totale autonomie en tant qu'éditrice et du coup c'est la première fois que je vais prendre la parole pour présenter ce titre devant toute la boîte, donc un peu plus de 120 personnes, dont Guy Delcourt, hein, donc je ne vous cache pas que l'émotion est là. Donc j'ai préparé mon petit texte pour expliquer en quelques mots le contexte de l'œuvre, de quoi ça parle globalement et ce qui nous a particulièrement séduite dans ce titre. Donc en soi tout est prêt et c'est pas très long, hein, ça va vraiment être peut-être une minute maximum. Mais c'est un exercice nouveau dont je ne suis pas très familière, donc c'est vrai que l'appréhension est un petit peu là. Mais là où je suis fière et où j'ai l'impression quand même d'avoir vraiment passé une étape, alors je sais pas si c'est lié à mon âge, puisque je vais sur mes 30 ans cette année, ce qui en soi n'est pas un âge canonique, hein. Je suis pas en train de vous dire que 30 ans c'est l'âge de sagesse, pas du tout, au contraire je me sens toujours pas le moins du monde adulte et quand je vois que j'ai des amies qui sont enceintes, des amies très proches de moi, une que je connais depuis le collège et une autre que je connais depuis ma toute première année de fac, et ben ça fait bizarre parce que je me dis ces femmes que j'ai connues gamines, adolescentes vont devenir maman, on a le même âge et moi je me sens tellement pas adulte que j'ai un côté un peu fasciné de me dire ok, elles se sentent les épaules et la carrure pour assumer un petit être. Donc bref, attendez. Comment j'ai pu passer de ma présentation édito à mes copines enceintes, je ne sais pas, mais enfin en tout cas vous aurez l'idée. Et pour en revenir à cette fameuse réunion, j'arrive pas à savoir si du coup c'est quand même une évolution due à mon âge qui veut ça, mais j'angoisse de façon raisonnable. C'est-à-dire que ça m'a pas rongé plusieurs jours à l'avance, ça m'empêche pas de respirer ce matin, bref, je sens que ça va quand même relativement bien. Alors bien sûr que je vais avoir, vous savez, ces fameuses plaques, je vous en parlais encore dans le live la dernière fois, ces fameuses plaques au cou et sur ce que mon mec appelle le plastron, enfin en tout cas sur le torse. Bien sûr qu'elles vont être là, c'est pour ça que j'ai pas mis de décolleté, enfin je suis pas non plus allée avec le col roulé, mais bien sûr que ça ce sera là et bien sûr que quelques minutes avant de cliquer sur déverrouiller le micro pendant la réunion, je vais angoisser, je vais avoir du mal à écouter ce que les autres racontent, mais globalement je sens que je le vis mieux. Donc c'est soit lié à mon âge, soit c'est lié à mon burn-out de l'année dernière parce que depuis, c'est ce que je vous expliquais un petit peu à demi-mot quand j'ai repris mon travail, j'avais totalement perdu le sens de ce que je faisais, de mes missions, de l'intérêt de mon métier. Alors ça va, c'est revenu dans le sens où je me sens plus totalement flottant comme ça dans un milieu en me disant ça n'a aucun intérêt de s'échiner pour produire des mangas et après je suis passée par une phase aussi le livre c'est quelque chose de pas du tout écologique, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec mes principes? Bref, il y a eu plein de choses qui ont découlé de ce burn-out, de ce surmenage et déjà j'ai aussi retrouvé le sommeil. Alors je touche du bois, tout ce que vous voulez parce que depuis je dors et maintenant je dors sans médicaments. Ça fait un bien fou, vous le savez, je suis insomniaque depuis 5 ans et là de pouvoir retrouver un sommeil, d'avoir envie de dormir, de pas avoir de crise d'angoisse ou peut-être une par mois au moment du coucher, c'est formidable, je redécouvre un plaisir incroyable. Du coup mon mec ne comprend pas pourquoi des fois à 22h je suis dans mon lit prête à dormir parce que ça ne m'est pas arrivé depuis 5 ans donc j'en profite et du coup j'arrive pas à savoir si tout ça c'est lié
au contre-coup de mon surmenage qui m'a vraiment fait prendre du recul et donc je dors mieux et du coup j'appréhende plus facilement les nouvelles missions un peu challengeantes, ou est-ce que c'est tout simplement lié à mon âge parce que j'évolue, parce que je prends de l'expérience, parce que je prends de l'assurance, je sais pas, peut-être que c'est un combo des deux. En tout cas, ça fait plaisir, j'ai ça aujourd'hui et c'est une nouvelle étape dans la vie de ce projet dont je vous parle quand même depuis un petit moment maintenant. Maintenant que c'est dit, je vais pas faire durer trop longtemps ce plan. Vous avez vu sur ma poubelle, vu sur ma machine à laver, vu sur la vaisselle propre, et vous saurez qu'ici on est team beaucoup en verre pour tout ce qui est batterie, aliments, parce qu'on supporte plus le plastique et les cartons, puisqu'on a vu que l'encre déborde des cartons d'emballage type de vos pâtes et que c'est très cancérigène, etc. Donc ça fait des années qu'on est sur les pots en verre. Mais comme vous voyez, on a des rangements quand même, somme toute, très limités. Donc on peut pas non plus mettre que ça. Bref, des trucs de vieux. Donc là, tel que vous me voyez présentement, je vais manger ma banane, boire mon thé et je vais me lancer dans Shadow Life, qui est un manga écrit et dessiné par Anxu et Hiromi Goto. C'est publié aux éditions Ankama et je suis très impatiente de me lancer dans cette histoire qui raconte la vie d'une grand-mère qui fuit sa maison de retraite pour retrouver son indépendance parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'on veuille la mettre dans une case de personne en fin de vie, donc qui doit se laisser doucement glisser vers le néant sans résister, sans rien faire, en étant oisive, presque en fixant le plafond. C'est pas du tout son projet et il va y avoir une histoire d'ombre, d'aspirateur qu'elle trimballe partout, peut-être pour lutter contre des petites créatures. Il pourrait potentiellement y avoir toute une réflexion autour de la mort qui se manifesterait par quelques touches de fantastique. J'en sais pas plus, mais en tout cas, ça m'a beaucoup intriguée, donc je vais me lancer là-dedans. D'ailleurs, Le Gaufrier, qui est le podcast BD dont je vous parle depuis que je l'ai découvert il y a au moins 1 an et demi, a fait un épisode qui le chronique, ainsi que le dernier Haut de Picot, donc Amalia, et le 3e, j'ai bouffé le titre, mais si jamais vous voulez avoir des avis de 3 libraires, 3 chroniqueurs BD, n'hésitez surtout pas à aller écouter ce podcast. Moi, je me suis abstenue d'écouter cette chronique en particulier parce que parfois il spoil un peu, donc j'avais pas envie d'avoir des informations malencontreuses qui pourraient dénaturer un peu ma lecture. Donc je vais me lancer là-dedans avec joie. Et je me rends compte qu'il y a donc Shadow dans le titre. Et hier soir, j'ai attaqué La part des ombres de Gabriel Katz sur ma liaiseuse pour aller me coucher. Et donc Shadow, ombre, on est sur une thématique qui n'était même pas voulue, c'est assez rigolo. Et La part des ombres, pour le coup, je peux pas vous en dire grand chose parce que je l'ai dans ma pile à lire depuis des lustres, des années, depuis que j'ai lu Aeternia, donc c'était quelque chose comme 2016 peut-être, ou possiblement légèrement plus tard, donc 2017-2018, enfin en tout cas ça fait quelques années. J'ai pas relu le résumé en me lançant, je me suis juste dit tiens j'ai envie d'un truc efficace, je suis dans une vibes fantasy en ce moment, donc allons-y. Et j'ai lu quoi, 2-3 chapitres, et comme d'habitude avec Gabriel Katz, on commence franchement avec une scène de mariage qui dégénère. Très clairement, donc je sais pas encore exactement où est-ce que ça va, je sais que c'est toujours dans le même univers que Le Puits des Mémoires, Aeternia, La Maîtresse de Guerre. On est toujours sur la même map et je crois qu'on a retrouvé un personnage de Aeternia parce qu'il y a eu un peu un happening à la fin d'un chapitre en mode oui je suis machin. Et le nom me parle, donc je crois savoir qui c'est, mais il faut que je vérifie quand même dans Aeternia pour être sûre de ne pas être totalement à côté de mes pompes. Mais je retrouve ce que je cherchais en ouvrant un Gabriel Katz, c'est-à-dire un récit visuel en diable qui passerait très bien en série ou en film. On s'embarrasse pas de contexte ou de description superflue, on rentre direct dans l'action. Alors là, je suis un peu surprise par l'accent, le zoom qui est mis sur les corps féminins, parce que c'est pas un truc qui m'avait particulièrement... qui m'avait fait tiquer dans ces autres bouquins, mais là, en l'espace de, je sais pas, une vingtaine de pages, on a 2 ou 3 personnages féminins qui sont décrits comme des sirènes, des belles gosses. On parle de leur poitrine, on parle de leurs longs cheveux, de leur peau hâlée. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi hier soir qui était là, ok c'est bizarre, mais je tenais à souligner ça. Donc je peux vraiment pas vous dire de quoi ça parle. Pour l'instant, on est en train de poser des personnages. J'ai vu un mariage qui tourne mal, une scène dans une arène de gladiateurs bien sanglante, et je me suis endormie comme un bébé sur ces entrefaits. Donc j'en sais pas plus, je reviendrai vers vous au fur et à mesure, mais en tout cas, je suis toujours sur mon autoroute de
la fantaisie efficace puisque je vous parlais d'éducation meurtrière et avant ça j'ai lu L'Empire d'écume, le premier tome, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart qui est publié chez Brajlon dans la collection Big Bang. Et hyper bonne lecture, j'étais très agréablement surprise. Bien entendu c'est du young adulte mais c'était plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Et il y a toute une mythologie qui est inspirée de la culture sino-japonaise, enfin en tout cas dans cette zone-là. Et on suit l'histoire d'un empire qui est éclaté en tout un panel, toute une myriade de petites îles qui sont gérées par des gouverneurs. Et ça va déjà être compliqué quand une de ces îles, l'île de la tête de cerf, va être totalement engloutie suite à un séisme d'ampleur, de magnitude jamais enregistrée. Sauf que c'était déjà pas bien glorieux puisque la particularité de cet empire c'est qu'il est géré par un homme qui est le descendant d'une lignée qui a institutionnalisé le festival du tribut, c'est-à-dire que chaque enfant, je crois que c'est aux alentours des 8 ans, va se voir prélever un éclat d'os derrière l'oreille. Donc déjà c'est un peu chelou, d'autant que l'opération tue un enfant sur 25, ce qui n'est quand même pas négligeable, et que cet éclat d'os va être prélevé sans qu'on vous demande votre avis, c'est obligatoire, sinon vous êtes un dissident, vous êtes pourchassé, il vous arrive des bricoles. Et en gros cet éclat va être utilisé par l'empereur en place pour animer des concepts qui sont des genres de créatures totalement créées par ce mec là, qui sont à base de un bout de guépard, un bout de corbeau, un bout de... bref, ce sont des serviteurs de l'empereur qui l'utilise pour asseoir son pouvoir, pour gérer son cercle d'espions, pour gérer ses finances, pour gérer, voilà, ça peut être des gardes du corps, ça peut être des soldats, ça peut être tout un tas de choses. Et en gros, il va graver des ordres sur ces éclats d'os, les insérer dans ses concepts et les animer par ce biais. Et le problème, c'est que cette magie de l'os puise dans la force vitale des gens sur qui c'est prélevé. Donc si votre éclat d'os est inséré dans un concept, vous allez commencer à doucement décliner. Alors au début ça se remarquera à peine, vous serez un peu essoufflé quand ce sera mis dans la créature, mais au fil des ans ça va vous assécher jusqu'à ce que vous en mouriez. Donc c'est quand même pas très chouette. Et ça va être tout un roman choral pris en charge par la fille de l'empereur, par la fille d'un gouverneur, par une rebelle, par un contrebandier, bref, tout un réseau de personnages qui vont interagir de façon plus ou moins harmonieuse. Et je me suis régalée, je l'ai dévoré et j'ai bien envie d'acheter le deuxième tome, sauf que c'est une pavasse. Quand je l'ai tenu en main chez Cultura, j'étais là, ok, il fait 2 fois la taille du premier volume, donc je vais laisser passer un petit peu de temps, je vais aussi laisser passer le temps de récupérer des sous sur ma cagnotte Gibert pour me le procurer d'occasion, ou en tout cas avec de l'argent de seconde main, donc j'ai hâte. Et sur ces bonnes paroles, ça fait déjà bien longtemps que je parle, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour la suite de ces aventures. Ciao ciao. I still need to recover from another lover. Would you be here for me? Never met your parents, not even your mother, but let's see where this leads. What should we do tonight? What if this breaks your little heart in mine? What should we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me, running through evergreen. Pretty blue jeans and me, yeah, she's what I need. I still need to recover from another lover. You're my picture perfectly. Still haven't met your parents, but we hang with your brother when he could use the company. What shall we do tonight? What if this breaks your little heart in mine? What shall we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me, running through evergreen, running through... Hello, je vous récupère lundi 14 mars, il est pas loin de 8 h du matin. Il y a eu effectivement un petit glissement, un petit basculement spatio-temporel bien indépendant de ma volonté, mais j'ai eu une semaine
un peu chargée en émotions et en travail, je vais pas vous mentir, donc j'ai pas eu le temps ni le cœur de revenir ici pour vous faire un petit update. Mais ce matin c'est l'occasion, avant que je parte au travail, le temps a l'air splendide, c'est la journée où ma collègue revient de son remplacement d'un autre service, donc on va se retrouver dans le même open space à nouveau, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle à prendre en compte et à souligner. Et pour replonger tête la première dans la lecture, je vous laissais la dernière fois avec mon intention de lire Shadow Life, qui est un roman graphique écrit toujours par Hang Soo et Hiromi Goto, c'est toujours publié aux éditions Ankama. Je me suis attelée à sa lecture pendant 2 matins durant mon petit déjeuner et j'ai énormément apprécié. Au niveau du résumé, ça n'a pas grandement changé depuis la dernière fois qu'on en a discuté, puisque dans cette histoire on va suivre Madame Saito, qui est une femme d'un certain âge. Je pense qu'elle a à peu près entre 70 et 80, mais je pense plus entre 70 et 75 pour être précis, et elle a été placée dans une maison de retraite par ses 3 filles, sauf qu'elle ne s'y plaît absolument pas, et donc un jour elle va ramasser ces quelques petites affaires, ces quelques petites choses auxquelles elle tient absolument, le tout dans un sac, et elle va s'enfuir de l'établissement sans donner signe de vie, sans préavis, sans donner la moindre consigne ou la moindre indication à ses proches ou à l'établissement pour savoir où est-ce qu'elle se dirige. Elle va se trouver un petit appartement qui est assez minimaliste, mais avec de magnifiques fenêtres, dans une résidence calme, avec un voisin qui est aux petits soins pour elle. Donc la vie s'adoucit pour cette femme qui n'avait pas du tout envie de se laisser mourir, ni dicter sa conduite, ni dépérir dans un établissement de santé dans lequel elle ne se sentait absolument pas à sa place. Et ça va être le parcours de vie de cette petite mamie qui va aller à la piscine tous les jours, qui n'a aucun problème à montrer son corps dans les vestiaires, qui aime bien se préparer des petites choses simples, qui ne demande pas grand chose à l'existence si ce n'est de pouvoir être libre et de faire ce qu'elle veut. Donc déjà, avant même qu'on parle un petit peu plus spécifiquement de ce qui fait le sel, le piquant de cette histoire en particulier, on peut s'arrêter quelques instants sur les thématiques qui m'ont particulièrement touchée, c'est-à-dire à la fois cette vision qu'on a parfois très pessimiste du vieil âge, du grand âge, avec le corps qui fout le camp, qui se disloque, qui nous trompe, qui nous trahit, et parfois la tête qui commence à doucement ne plus être aussi efficace, et tout un tas de petits désagréments qui, en tant que famille, peuvent nous agacer, nous faire peur, nous rendre pas agressifs, mais en tout cas surprotecteurs, avec, je sais pas, c'est très compliqué en fait de devenir les accompagnants de ses propres parents, et ça c'est questionné puisque la fille de Madame Saito, enfin l'une des 3 filles en tout cas, ne supporte pas de ne pas avoir de nouvelles et de contrôle sur sa mère. C'est-à-dire qu'elle sait pas où elle est, elle n'a pas été prévenue, ça a été la galère pour lui trouver cette maison de retraite, et sa mère n'est pas du tout reconnaissante. En plus il lui manque un rein puisqu'elle lui a donné il y a quelques années, donc elle s'inquiète encore plus pour elle, et elle est extrêmement grognon et intrusive puisqu'elle va lui envoyer des centaines de mails et elle va l'appeler en permanence sur son portable. Donc j'ai beaucoup aimé en fait le questionnement de ce quelle est la bonne posture à adopter face à nos parents qui vieillissent. Déjà ça c'était super. Ensuite j'ai beaucoup aimé le point de vue de Madame Saito qui nous permet de réaliser que certes le corps y grince, certes vous allez faire le moindre effort, vous allez être essoufflé comme vous ne l'avez jamais été, certes les petits gestes du quotidien sont plus compliqués, on peut se sentir parfois en déconnexion avec ce qui nous entoure, parfois on va oublier si on a pris ce traitement, cette pilule ou pas en particulier, mais c'est pas grave, en réalité on arrive quand même à faire avec. Pour la plupart en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé ça, et pour ne rien gâcher, outre toutes ces thématiques autour de l'âge, de l'accompagnement, de la famille, du rapport à soi aussi quand on se voit vieillir, parce que notre personnage principal sait qu'elle est vieille, sait que on la considère comme une grand-mère, mais dans sa tête, c'est pas du tout ça. Dans sa tête, c'est un peu une petite fille coincée sous ce tas d'os tout rouillé. Et c'est très émouvant, et j'ai aimé en fait ne pas retrouver un côté misérabiliste dans la vieillesse. Oui, c'est plus compliqué, oui bien sûr par moments ça peut être dramatique, mais dans l'ensemble, c'est pas encore la fin de la vie. En tout cas pas à cette période-là. Et j'ai beaucoup apprécié, d'autant qu'il y a une espèce de pointe de fantastique, puisque notre héroïne va être confrontée à une ombre qui la suit, à des petites bébêtes qui
crapahute sur son carrelage pour essayer de lui voler ses pilules, pour essayer, on sait pas vraiment quoi, mais en tout cas elle se sent un peu observée, envahie, et elle va acheter un aspirateur pour aspirer cette ombre qui l'angoisse, qui lui pèse. Et je vous le donne en mille, c'est pas spoilant puisqu'il y a beaucoup de développement autour de cette ombre. C'est une figure plus ou moins de la mort qui guette. Et j'ai adoré ce que l'autrice en a fait, j'ai trouvé ça brillant. Parfois un poil trop métaphysique pour moi, c'est-à-dire qu'on est dans la métaphore plus. Et il y a un petit passage en particulier qui m'a légèrement perdue, mais pour autant j'ai trouvé cette histoire émouvante, juste, importante. Les dessins sont absolument magnifiques, enfin, en tout cas j'ai été charmée par cette rondeur, par cette efficacité, par ce sens du détail qui est à la fois épuré mais qui dit tout. J'ai été charmée de A à Z par ce récit, par ce roman graphique que je vous recommande chaleureusement. En plus l'objet n'est pas déplaisant au regard, on est sur du hardback avec un effet de fer à chaud sur la couverture. Vous avez le signet en tissu qui est dedans. Bref, en tant que personne qui travaille dans le monde du livre, j'aime bien cette attention portée aux détails. Donc sincèrement, si vous aimez les histoires intergénérationnelles, si vous aimez voir nos anciens mis en scène, et que vous n'êtes pas contre une touche de fantastique et de questionnement autour de la vie, de la mort, de la passation, du glissement de l'un vers l'autre, je vous invite fondamentalement à découvrir cette œuvre. Et petite précision, si jamais vous avez envie d'écouter l'épisode du Gaufrier qui le chronique avec 2 autres bandes dessinées, je vous confirme qu'il vaut mieux attendre d'avoir lu le roman graphique parce que ils débattent d'un point en particulier que j'ai trouvé très spoilant après coup, donc vraiment épargnez-vous ça, lisez-le et ensuite foncez écouter le débat autour de cette œuvre qui mérite clairement plus d'attention qu'elle n'en a actuellement des lecteurs parce que très chouette moment. En réalité, en posant le bouquin sur mon bureau, je me suis rappelé aussi qu'il y avait un élément que j'ai tout spécialement apprécié dans cette narration, c'est les retrouvailles entre 2 vieilles amies, entre 2 vieilles âmes qui ont partagé un bout de chemin ensemble de façon significative et qui se sont brouillées pour des divergences d'opinion, pour des divergences d'envie à un moment particulier dans leur existence et qui, peut-être 50 ans après, se retrouvent par la force des choses parce que quand on ne sait plus vers qui se tourner dans notre entourage immédiat, et ben il y a des personnes comme ça qui n'ont jamais vraiment quitté notre esprit, même des décennies après, et j'ai trouvé ça très beau de rappeler aussi que la vie étant ce qu'elle est, certes c'est bien d'avoir des convictions et c'est bien comment dire, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend et de l'exprimer, mais pour autant ça peut être dommage d'écarter des gens auxquels on a tenu, auxquels on tient, pour ces circonvolutions, pour ces considérations très abstraites desquelles on peut revenir des années plus tard. Donc j'ai beaucoup aimé en fait ces retrouvailles entre notre héroïne et Alice. Et ne vous inquiétez pas, c'est un élément comme ça qui ne vous dévoilera en rien l'intrigue, mais je trouve que c'est une thématique aussi qu'il fait bon voir abordée dans les œuvres de fiction, et peut-être que ce sera le petit argument qui vous manquait pour foncer, parce que comme vous le voyez, à part une métaphore un peu trop pointue et poussée à mon goût, c'est un sans faute, donc ça me valait quand même le coup d'être souligné. Et bon, et maintenant que je réfléchis à ce que je peux vous raconter en termes d'actualité littéraire là qui s'est passé dans ces derniers jours, je me rends compte que vous êtes à peu près au courant de tout puisque je vous ai glissé logiquement quelques plans, quelques inserts, notamment de mon petit tour chez Gibert, duquel je suis ressortie, pas les mains vides, mais avec toute la dignité et tout l'halo d'une personne qui a beaucoup résisté à la tentation et qui n'a pris que ce qu'elle était venue chercher. Suffisamment rare pour être souligné. Et j'y allais en quête de The Last Graduate de Naomi Novik, la suite de Éducation meurtrière, que j'ai lu du coup la semaine dernière, dont je vous parlais en début de vlog. Parce que pourquoi se priver? Après tout, je sais que ce récit n'est pas exempt de défauts, je sais qu'il y a plein de choses qui passent pas, et quand j'ai râlé sur les réseaux sociaux en entamant le premier tome, j'ai eu beaucoup de messages me disant « Ah vraiment, j'adore Naomi Novik, mais avec celui-là, elle m'a déçue, elle s'est lancée dans un truc young adulte bancal où ça me donne pas envie de découvrir la suite, je l'ai abandonné. » Bref, il y a eu un élan de négativité à son encontre que je partageais foncièrement pendant
je sais pas, le premier quart peut-être, mais je vous dis, je me suis laissée avoir comme une bleue, et la fin laisse quand même peu indifférente. Bien sûr que j'avais envie de savoir ce qui se passe avant d'avoir oublié tous les éléments du premier opus, comme en plus l'anglais a l'air quand même très accessible, c'est souvent ma crainte. Quand il y a des éléments de fantasy dans un récit en anglais, j'ai toujours une pointe d'appréhension qui me noue l'estomac. Mais là, je vous avoue que pour l'avoir feuilleté un peu longuement en librairie, je me rends compte que c'est tout à fait lisible, acceptable. D'autant que j'ai la plupart des clés de vocabulaire spécifiques à cet univers en français, donc mon cerveau, j'ai un peu confiance en lui quand même, va réussir à faire la bascule, l'équivalence, et ça va bien se passer. Et surtout, je vais retrouver Galadriel et... comment il s'appelle? Orion, je crois, et tous les autres. Affaire à suivre, mais je suis très impatiente. Je pense qu'on va conclure ce vlog sur le dernier titre que je vais vous présenter, puisqu'encore une fois vous avez vu des images il y a quelques minutes, puisque hier j'étais au lancement des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions de l'École des loisirs. C'est un premier volume jeunesse qui se destine aux lecteurs à partir de 9 ans, qui sera disponible en librairie dès le 16 mars, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera d'ores et déjà en librairie, donc n'hésitez pas. Et c'est un projet dont Michael, qui est le gérant du Renard Doré, nous parle depuis déjà fort longtemps. C'est un roman qui est en plus illustré par Sanoé, qui est une personne dont j'aime beaucoup le travail au niveau des chouettes couleurs, des traits. On est sur quelque chose de magnifique, de soigné, d'émouvant, à l'image de cette histoire qui nous promet quand même quelques bonnes bouffées d'émotions, puisqu'on va suivre Ferdinand Taupe, un petit habitant de la forêt, qui va débarquer un jour chez Archibald, son libraire. Il tient un établissement un petit peu particulier, puisqu'en gros, vous pouvez acheter n'importe quel livre, mais c'est un exemplaire unique, puisque chacun peut venir déposer son manuscrit et le proposer à la vente, sans jugement, sans discrimination aucune. Mais le contre-coup de cette liberté, c'est qu'il n'existe qu'un seul volume de chaque titre, et Ferdinand Taupe avait déposé son manuscrit il y a des années, et il vient le récupérer puisqu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'oubli-tout, et ce manuscrit contient l'intégralité de ses souvenirs. Le problème, c'est que quand il arrive, son texte a été vendu la veille à une personne qu'Archibald n'a pas vraiment pris le temps de regarder attentivement, donc il ne sait pas qui est ce mystérieux acheteur, et il va accompagner Ferdinand à travers la forêt dans une quête pour retrouver son manuscrit, et si on va un petit peu plus loin, ses souvenirs. Et donc c'est un récit jeunesse autour de la maladie d'Alzheimer avec des personnages anthropomorphes. Il y a un univers très gourmand que l'auteur a voulu comme étant un refuge dans lequel il fait bon de se glisser, dans lequel rien de fondamentalement mauvais ne peut vous arriver sans qu'on vous épargne pourtant de la tristesse. Et il me tarde de reprendre cette histoire parce que j'en avais lu 35 pages avant de partir en vacances et je l'avais pas emmené avec moi parce que j'avais pas de place dans mes bagages. Donc très impatiente de le découvrir, c'était un excellent moment. J'ai enfin pu rencontrer Louise en chair et en os, donc Louise de Rêve ta vie en lecteur. On a passé un bon moment, il y avait aussi Lucie Cosmala qui était là, et plein d'autres personnes, donc c'était un moment très convivial dans un coffee shop qui s'appelle l'Enclos de Ninon, qui est rue Cardinal Lemoine dans le 5e à Paris. Si vous avez l'occasion d'y passer, c'est un endroit où vous pouvez boire une bonne tasse de thé avec de très bonnes pâtisseries et gâteaux maison. Ils avaient des madeleines qui avaient l'air juste incroyables et des petites choses avec des framboises et des macarons, bref. Excellente adresse, c'était décoré avec des petits coquets d'amas et des mousses et des feuilles et des fougères sur les tables, c'était adorable, un excellent moment pour une lecture qui, je pense, va être très sympa. C'est le premier tome d'une série qui devrait comprendre à peu près 4 volumes, donc ça promet de très belles choses. Je parle et pendant ce temps-là, l'heure tourne, donc il va falloir que je vous laisse pour aller travailler. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que cette avalanche de lecture vous aura inspiré, que vous aurez peut-être pioché quelques idées lecture. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous lire et de vous répondre à la hauteur de mes moyens parce que c'est pas toujours évident, mais sachez que je vous lis et que chacun de vos messages est un petit baume sur mon cœur. Donc merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. So